Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec Monsieur Stéphane Raisin, président des Remparts de Tours, pour faire un mot concernant la situation actuelle du club. Merci de l'invitation, Mathilde. Tout d'abord, je voulais remercier le public qui est encore nombreux à la patinoire. Un grand merci aussi à nos fidèles supporters, à nos deux clubs de supporters que sont les Remparts Keepers et que sont le 7e Rempart. Un grand merci aussi au soutien des partenaires qui sont encore présents malgré la conjoncture sportive un peu difficile. Merci aux joueurs d'une cohésion de banc qui pourrait être plus compliquée. Et merci aux coachs de tenir tout le monde ainsi réunis, parce que c'est pas dans ces moments-là où c'est le plus facile. Et je tenais à le remercier également. Merci aussi à nos bénévoles qui sont également présents, ainsi qu'à Rampi qui fait l'animation. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. On va faire un petit point d'abord sur plusieurs questions qui sont revenues sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane a préparé différents points à éclaircir et pour répondre aux questions évoquées justement sous ces publications. Alors effectivement, je voulais remettre un peu l'église au centre du village sur pas mal de choses qu'on me rapporte, parce que moi je regarde pas trop les réseaux sociaux. Et il y a quelques vérités à rétablir, dont la première des choses, c'est le budget. Il faut savoir que quand j'entends et qu'on me rapporte que sur les réseaux sociaux, on nous dit qu'on a l'un des plus gros budgets de la Division 1, alors que c'est le contraire, on a le plus petit. Il faut savoir que quand j'ai engagé Franck, on avait un budget au départ autorisé par la fédération qui était de 200 000 euros. Franck est parti avec ce budget-là et après, on a eu une rectification de la CNSCG qui nous a réduit le budget à 180 000, donc qui fait que Franck a été obligé de s'adapter et a fait le job et a été obligé de couper certains joueurs contre un peu notre volonté commune, parce que la volonté était de les garder. Et malheureusement, par rigueur économique, on n'a pas pu tous les garder. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget du club des Remparts de Tours est de 180 000 euros, masse salariale inclus, logement également inclus. Et qu'aujourd'hui, le budget normal d'une équipe de D1 se situe aux alentours de 250 000 euros. Et qu'aujourd'hui, les grosses cavaleries voisinent les 300 000 euros. D'ailleurs, le double de nous. C'est important de rappeler ça. Et que l'encadrement à 180 000 euros est facilement vérifiable sur le site de la fédération. On va faire un point aussi concernant certains joueurs. On peut faire le point sur certains joueurs. On a Alexis Cronier qui nous a quittés, qui était un choix personnel. Il nous a convoqués, moi et le coach. On n'a pas voulu communiquer sur ce départ. C'était une raison personnelle, Alexis, et je pense que ces raisons lui sont personnelles. Et s'il avait voulu communiquer, il l'aurait fait. Il est assez grand pour le faire. Nous, on a accepté sa décision, ce qui ne nous arrangeait pas forcément, parce qu'Alexis est un bon joueur, un joueur du cru, et que laisser partir un joueur du cru, c'est toujours compliqué. Et ça s'est fait en bonne intelligence entre moi, le coach et Alexis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il reprend tranquillement à jouer en D3, parce que le hockey reste une de ses passions. Et ça lui permet justement de pouvoir avoir une vie beaucoup plus équilibrée, sans jouer en D1 avec la pression telle qu'elle est. On va revenir aussi sur notre gardien numéro 1, Sébastien Rébon. Alors effectivement, Sébastien Rébon, on n'a pas de chance cette année avec notre gardien numéro 1. Effectivement, Sébastien Rébon n'a pas joué le premier match déjà, parce qu'il s'était blessé au poignet. Il a joué le deuxième match, alors que la blessure n'était pas tout à fait remise. Et dès le deuxième match de la saison, il a eu une commotion cérébrale. Par un joueur de chez nous, malheureusement, on aurait pu espérer une blessure différente, mais malheureusement, ça s'est soldé par une commotion cérébrale. 8 semaines d'arrêt suite à sa commotion cérébrale. Plus pendant les fêtes, il a commencé à reprendre l'entraînement et il a eu le Covid. Ça lui a handicapé et ça lui a provoqué un arrêt. Et là, on vient d'apprendre qu'il a à nouveau des soucis. Il a repris l'entraînement lundi et depuis lundi, il a des soucis médicaux. Donc, il va passer des examens complémentaires. Donc, malheureusement, nous n'avons plus notre gardien numéro 1 et on l'a quasiment pas eu de la saison. On va faire un point aussi sur notre attaquant américain, Colin. Pareil, Colin Donnet, il a eu une blessure à l'épaule
qui l'a sorti de la glace pendant 2 mois. Tout le monde sait l'importance de Colin. Et malheureusement, on n'a pas pu l'avoir pendant 2 mois. Et d'ailleurs, on a attendu un IRM qu'il a passé longtemps après. Et il faut savoir qu'en fonction du résultat de l'IRM, Colin était prêt à rentrer aux États-Unis pour se faire soigner. Donc on a failli le perdre définitivement. Et que là, il a repris la glace. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment à 100% de ses capacités. Malheureusement, d'ailleurs. Un petit retour aussi sur notre joueur Clément Garrido. Alors, Clément Garrido, pareil, blessé à l'épaule. Il a été 6 semaines arrêté. Donc là, on l'a récupéré. Mais on a eu 6 semaines d'arrêt. Philippe Buchbacher. Phil, pareil, il était blessé à la jambe, mais il a eu un arrêt d'1 mois. Pour ne pas laisser l'équipe, je vais dire, dans la misère, on va dire, sportive dans laquelle on était, physique et sportive. Il a joué avec une blessure derrière le genou, ce qui l'a pas mal handicapé. Vous avez pu le remarquer. Je pense que les spécialistes du hockey, les passionnés de hockey l'ont remarqué. Et donc, il a joué pendant quasi 2 mois avec une douleur à la jambe, ce qui l'a fortement handicapé. On va revenir aussi sur le numéro 96, Mathieu Ayotte. Mathieu Ayotte. Pareil, il faut savoir que pendant le camp d'entraînement, il a eu une commotion cérébrale en septembre. Il a eu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a eu également 2 dents cassées suite à un coup de crosse. Il a eu des problèmes de dos également. Alors, je pense que le niveau de Mathieu Ayotte n'est pas à remettre en cause. Et c'est un des joueurs majeurs de l'équipe. Et on ne l'a pas eu tout le temps et à 100%. Guillaume Maxwin. Guillaume Maxwin, pareil. Guillaume Maxwin, tout le monde l'a vu. Il est tombé. Il a pris un coup de patin sur le bras. D'ailleurs, tout le monde a vu les traces de sang. Et pareil, Guillaume Maxwin a eu 3 semaines d'arrêt suite à sa coupure au bras. Élie Rébon. Alors, Élie Rébon, pareil. Il a eu 2 fois le Covid, il faut le savoir. Et là, il est arrêté. Et pareil, on est en attente, comme son frère, d'examens médicaux complémentaires pour savoir s'il va pouvoir reprendre ou non la glace. Et enfin, si je ne me trompe pas, Yann Safar. Yann Safar, pareil, il a eu une commotion pendant 3 semaines. Dans la pré-saison, et il a eu 2 fois le Covid. Alors, je ne sais pas, mais je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que le nombre de blessures qu'on a pu avoir, en sachant que, pareil, Alex Pizarnik, qui était notre défenseur numéro 1, n'a pas joué lui du tout de la saison. Donc on n'a pas notre gardien numéro 1, on n'a pas notre défenseur numéro 1, nos attaquants avec des blessures. À un moment, ça devient compliqué et encadré financièrement. Donc on ne pouvait pas recruter comme on voulait. Ça devient de plus en plus compliqué. Suite à la liste... très longue liste des blessés. On a aussi celle du Covid qui se met dedans. Il faut savoir qu'au niveau du Covid, Colin a eu le Covid, Maatson a eu le Covid, Sans Façon a eu le Covid, Alex Birolini a eu le Covid, Mathieu Ayotte a eu le Covid, Buchbacher a eu le Covid. Kevin Lévesque a eu le Covid, Peter Bourgault a eu le Covid, Pablo Maltas a eu le Covid. C'est-à-dire que sur une équipe de 20 joueurs, on en a eu 9 qui ont eu le Covid. Donc ça veut dire pas de semaine d'entraînement pour eux. Ça veut dire que l'équipe est arrêtée. Et ça veut dire que du coup, la liste elle est longue entre les arrêts, la maladie et tout ça. C'est compliqué pour le coach de pouvoir mettre en place des stratégies. Et Dieu sait que pourtant, il y met du cœur à l'ouvrage. Mais c'est compliqué de pouvoir mettre des automatismes en place. Mettre des stratégies de jeu en place quand la veille du match, vous avez un joueur qui n'est pas là parce qu'il a le Covid ou qui se blesse. Et on ne parle pas des blessures non plus à l'entraînement. Ça devient de plus en plus compliqué sportivement de pouvoir mettre des choses en place. Suite à cette nombreuse liste de blessés et de Covid, on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de prêt de licence bleue de Bordeaux. Alors déjà, je tenais à remercier Bordeaux de tout le soutien qu'ils nous apportent. On a vraiment une très bonne entente avec Bordeaux et je tenais à remercier en même temps Stéphane Tartari qui fait vraiment le maximum et qui fait vraiment du grand boulot pour nous aider à passer ces difficultés. Le problème, c'est que Bordeaux, ils ont eu le même problème que nous. Ils ont eu de la casse au niveau blessure. Ils ont eu le Covid.
Et ils n'ont pas pu nous envoyer des joueurs pour renforcer l'équipe. Et donc, ça nous a cruellement manqué. Et puis, deuxième problème, c'est que pendant des années et des années, on n'a pas eu une formation dans le hockey mineur suffisamment impliquée, avec suffisamment de moyens. Pas eu de moyens qui ont été mis dans le hockey mineur. Moi, j'en ai pas mis au début de ma présidence non plus. Et là, la tendance, elle est en train de changer. On est justement en train de mettre en place des choses pour faire développer notre formation, développer le niveau et la qualité de notre formation. Parce qu'à Tours, on n'est pas plus bête qu'ailleurs pour former, à partir du moment où on y met les moyens. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est l'une des priorités. Et d'ailleurs, on peut le voir, on a quelques joueurs du CRU. On a Pablo, on a David, on a JP, on a Mathieu, on a Clément, qui sont vraiment en train de se développer. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grandir trop vite. On a fait jouer certains joueurs en D1 qui n'étaient pas prêts physiquement ni au niveau du jeu. Moralité, il y en a quelques-uns qui sont montés sur la glace et qui se sont blessés dès le premier match. Moi, j'ai la responsabilité de tout le monde, de tous ces jeunes, et je ne veux pas qu'aujourd'hui, on aille chercher absolument des jeunes dans le club et les envoyer et faire que ça soit de la chair à canon sur l'équipe première. Donc on va prendre le temps de les faire grandir, on va prendre le temps de les faire pousser. C'était vraiment un engagement important que j'ai pris avec Franck et qui s'en occupe et qui travaille vraiment main dans la main avec Normand. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place pareil un budget sur le hockey mineur. C'est ce que je dis, qui n'a jamais été fait avant. Alors, par difficulté financière, par non-volonté, peu importe. Mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrête cette tendance, qu'on inverse la tendance et qu'on reparte sur une formation de qualité au Rempart de Tours pour qu'on puisse à nouveau sortir des jeunes du CRU, de chez nous. C'est assez clair tout ça, surtout au niveau de la formation des jeunes. Du mineur, on a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment dans un reportage de Peter qui va bientôt sortir. On a les gardiens. On a vraiment des joueurs de l'AD1 qui s'impliquent grandement auprès des mineurs. Alors, moi, quand je suis arrivé, il y avait souvent dans le hockey mineur un grand doute sur l'investissement des joueurs de l'équipe première dans le hockey mineur. J'ai pu le vérifier par moi-même que des fois, c'était compliqué. Il faut savoir que au cours des 2 dernières années, mais surtout sur cette saison, on a Yann Safar qui a pris en main la génération des U20 pour les coacher. On a Peter qui a pris en main la section U15. On a David et Clément qui ont pris les U9 et les U11. On a Guillaume Maxwin et Mathieu Ayotte qui ont pris les U13 de mémoire. Donc il y a un vrai investissement. On a Colline qui donne le mercredi des leçons de patinage. Et là, on voit les progrès. C'est flagrant. J'ai vu des jeunes que j'ai vu démarrer au début de saison. Je les ai revus patiner 2 mois après. C'est le jour et la nuit, quoi. Là, c'est vraiment... c'est vraiment... Alors, je voudrais dire que tous ces joueurs-là s'impliquent avec le cœur. On a aussi JP qui, avec Sébastien Rébon, continue le travail d'entraînement des goalies. Mais je voudrais vraiment faire une mention peut-être un petit peu spéciale pour le travail que fait Colline au niveau du patinage des jeunes le mercredi après-midi. Les progrès sont énormes. Et puis également, il faut savoir que nos 8 jeunes qui viennent de Notre-Dame-la-Riche, qui pratiquent le hockey 2 heures de plus par semaine, les progrès sont flagrants. On a vraiment des jeunes qui progressent. C'est vraiment une belle fierté et le début de la construction d'une vraie formation dans le hockey mineur. C'est vraiment une belle fierté pour moi. On va revenir sur un point plutôt lié avec les dernières restrictions du Covid qui vont être normalement levées le 16 février. Concernant l'absence de buvettes et de prestations au niveau traiteur au VIP. Alors oui, effectivement, je voudrais rétablir quelques vérités et puis remettre un peu... il faut savoir que j'entends, on me dit oui, au basket, il y a un VIP après match et dans d'autres sections sportives. Alors il faut savoir que par exemple au basket, ils ont un barnum qui est en dehors de la salle Mon Conseil. À partir du moment où vous sortez de l'enceinte sportive, vous pouvez effectivement, sans aucun problème, faire un VIP animé. Nous, le problème, c'est qu'on n'a que la salle du snack avec le bar. Et le problème de ça, c'est qu'elle fait partie de l'enceinte de la patinoire.
Donc on ne peut rien faire à notre niveau. Je sais que pareil, le TVB en dehors de Grenon, ils ont une salle extérieure. À partir du moment où ils sortent de l'enceinte de Grenon, ils ont le droit parce qu'ils ne sont pas dans l'enceinte sportive. Nous, on n'a pas de salle où on puisse faire un VIP assis, où on puisse manger et échanger dans la convivialité. Et je pense que les partenaires qui me connaissent bien, les gens qui me connaissent bien savent que la convivialité, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je ne suis pas le dernier dès qu'il faut aller manger ou boire un verre. Et malheureusement, sachez bien que si je ne le fais pas, c'est que vraiment, on ne peut pas le faire. Voilà. C'est important de le redire. Et sachez que les derniers matchs sont finis. Enfin, le prochain match, on pourra à nouveau reprofiter des moments de convivialité au niveau du VIP. On pourra également rouvrir le bar, rouvrir la buvette et on va à nouveau reprofiter d'un match de hockey où on pourra boire, manger et profiter du spectacle sur la glace. Stéphane, comment tu vois la fin du championnat de saison régulière ? Ça va être l'occasion de permettre à nos jeunes de continuer de se développer. Il faut savoir que jusqu'à la fin de la saison, on a à peu près 30% de nos effectifs en joueurs majeurs qui ne vont pas pouvoir être là. Donc ça sera l'occasion de mettre nos jeunes en vraie situation. Ça nous impose le risque de résultats, mais par contre, ça permet en même temps de continuer à développer nos jeunes, de leur faire acquérir de l'expérience en situation réelle, de la vraie expérience avec des vraies émotions et de se battre pour les remparts de Tours envers et contre tous, qui leur permet de progresser dans des vraies situations. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en même temps, le choix, il est forcé, mais c'est bien, parce que ça va vraiment permettre de développer sur les quelques matchs qui restent nos jeunes. Et ça, c'est une belle fierté qu'on puisse les développer comme ça. Et d'ailleurs, après discussion avec le coach, il a accepté cette situation, malgré le risque de résultats. Il a adapté son coaching en fonction justement de nos jeunes, pour continuer à les développer et les mettre sur le chemin de la victoire et leur donner la gagne avec le restant de l'équipe. Je tenais à vraiment le remercier parce que c'est vraiment une situation qui est compliquée. Je pense que les résultats sportifs du coach parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'avec plus de 32 ans de coaching, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois où il se retrouve dans une situation comme ça. Situation compliquée où on ne peut pas recruter, situation compliquée où on peut pas aller chercher ne serait-ce qu'un joker médical pour le gardien. Et la formation qui était vraiment contractualisée en début de saison porte vraiment toute son importance justement en ces moments. Et Franck a accepté sans aucun problème cette nouvelle situation, cette nouvelle donne. Et bien au contraire, prend plaisir à développer nos jeunes. Et en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que tu peux dire ? Conclusion de cette vidéo, c'est moi je suis président de tous les remparts, de toutes les équipes des remparts. Je tenais à dire merci et à remercier le coach, les joueurs, les entraîneurs qui ont toute ma confiance. C'est dans le dur qu'il faut être solidaire et c'est pas quand tout va bien où il faut faire des esclandres. Je tenais quand même à rappeler à tout le monde que la D3 aujourd'hui est 4e avec un match de retard, donc ils sont partis pour jouer les playoffs. Je tenais aussi à rappeler que nos féminines, qu'elles sont premières du championnat, avec peut-être la possibilité de peut-être finir championne de France. Qu'aujourd'hui nos U20 font des belles performances, qu'aujourd'hui le développement et la volonté dans le hockey mineur fait qu'on a des résultats à tous les niveaux. Faut savoir que quand on fera la présentation des minibus, sur les minibus, toutes les équipes des remparts de Tours sont représentées, que ce soit le para-hockey, que ce soit le hockey féminin, que ce soit le hockey mineur ou que ce soit le hockey majeur. C'était vraiment une belle fierté. Un remerciement particulier pour Cédric Bolling de Point Pub de nous avoir fait un aussi beau travail et de nous avoir aidé tout ça. Mais je pense qu'on fera une présentation officielle de ces 2 minibus, donc ce qui est vraiment pareil, belle réussite et enfin on redonne de l'aura au club et de la dynamique positive au hockey mineur et à toutes les sections qu'il y a dans les remparts de Tours. Et en conclusion, je voulais dire un grand merci aux partenaires de leur soutien. Je voulais dire merci aux bénévoles
qui sont là, toujours présents. Je voulais dire merci au public sans qui rien ne serait possible non plus. Un grand merci à nos 2 clubs de supporters, que ce soit le 7e Rempart ou les Rempart Keepers qui nous soutiennent, notre équipe première bec et ongles, et à tout l'environnement positif du club. Voilà, ce serait le mot de la fin. Peut-être un petit nota bene. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement les personnes qui me comparent à un roi, à un seigneur ou à un messie. N'en faites pas trop, je vais finir par le croire. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Merci Stéphane en tout cas d'être là, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve vendredi pour un 4e tiers spécial. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tous.